viens de Namur, en Belgique. Euh, j'ai 24 ans, je viens d'avoir 24 ans. Et ma profession, bah, c'est le MMA, hein. Je fais que ça. Les coachings, le MMA, les entraînements. Et donc voilà, je fais que ça. On était 7 combattants cette année dans l'équipe nationale et 3 coachs avec nous. Donc on a tous pris le même billet d'avion, on s'est rejoint à l'aéroport, on est arrivé sur place et à la sortie de l'aéroport, on était attendu par un quart de l'IMAF, donc qui nous a directement conduit là-bas. C'était vraiment bien organisé. Là-bas, arrivé là-bas, pris en charge directement, dirigé vers nos chambres. Même si bon, la qualité, c'était pas 5 étoiles, comparé au championnat du monde à Abu Dhabi, la gestion du staff, elle est vraiment bien faite. Et aussi dans les combats, par exemple, vu qu'il y a des centaines de combattants, chaque combat et la veille, on sait à quelle heure on combat et à chaque fois, j'ai combattu aux heures à laquelle ils avaient fait leur prédiction, à 10 minutes d'intervalle. Donc, l'organisation était vraiment bien. Le plus difficile, c'est que c'est un marathon. En tant que combattant, on est souvent habitué à avoir des one shot. Ça veut dire qu'on fait 2 mois, on fait 1 mois, 2 mois, des fois 3 mois de préparation pour un seul combat. Avec le profil du combattant, on analyse, on se prépare pour un certain style. Alors que là, on arrive, on est jusqu'à 32 dans la catégorie pour 5 combats, jusqu'à 32 dans la catégorie. Donc, on ne peut pas préparer 32 styles. Alors, il faut juste se préparer pour n'importe qui. Déjà de un. Et de deux, il faut se préparer en termes d'endurance physique, musculaire. Donc, la préparation est très difficile et ainsi que les blessures qu'on traîne suite à chaque combat. Parce que c'est les meilleurs combattants de chaque pays. J'ai affronté moi l'Irlandais, l'Anglais, l'Espagnol et l'Israélien. Chaque fois, c'est les meilleurs combattants de leur pays. Donc, forcément, c'est des combats difficiles. Je me suis blessé à la cheville, puis après, je me suis blessé à la côte. Et avec tout ça, il faut savoir gérer. Et voilà, donc c'est ça les difficultés un peu, c'est ce côté marathon et préparation compliquée. Parmi les quatre, déjà l'Irlandais, je vais parler un peu des quatre et je vais dire après, je réponds après à ta question si tu veux bien. L'Irlandais, il avait 25 combats, 28 ans, donc beaucoup d'expérience. C'était pas le meilleur, mais son expérience a fait que il m'a beaucoup fatigué. Pourquoi? Parce que il avait beaucoup d'expérience. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il se fatigue. Ça, c'est des erreurs de débutants. C'est des erreurs qu'on fait plus après 25 combats. Donc, il était endurant, ça m'a fatigué. Le lendemain, j'ai affronté l'anglais. L'anglais est très énergétique. Et moi, en fait, j'avais eu le petit déjeuner, je combattais à midi, c'était tôt. Mauvaise gestion un peu de tout ça. J'étais fatigué, c'était vraiment difficile. J'ai gagné, j'ai dominé, décision unanime, mais combat très très difficile. À la fin, quand le combat là il s'est terminé, je suis allé dans le vestiaire, je suis resté pendant 15 minutes couché, tout blanc, j'étais pas bien, il y avait Mourad avec moi, j'étais à 2 doigts de vomir. J'ai même vomi en fait après tout seul. J'ai dit à Mourad, c'est bon, tu peux y aller. Et donc voilà, c'était vraiment difficile. Et ce combat-là, en fait, c'est celui qui a été le plus difficile physiquement pour moi. Au deuxième round, j'ai vomi et j'ai ravalé. C'est venu dans ma bouche et j'ai ravalé. J'ai été obligé, si je vomis, ils vont me disqualifier. Donc très très difficile. L'espagnol, j'ai gagné au premier round facile. Et l'israélien, lui, c'était le meilleur des quatre. En termes de capacité, en termes de physique, c'était le meilleur des quatre. Mais avec tout ce que j'ai traîné comme expérience, je me suis amélioré pendant ce tournoi, je l'ai senti. Euh, et l'arrivée de la finale, je me suis dit, c'est impossible, j'arrive jusqu'ici, je perds à ce moment-là. Il a été moins difficile que l'anglais, mais il était meilleur. Et j'ai dû moi-même me mettre à un niveau supérieur pour réussir à le battre et c'est ce que j'ai réussi à faire. Ouais, ils nous ont appelés les Dark Horses. Ouais. Non, c'était cool parce que en fait, on est sorti de nulle part et c'est pour ça ils nous ont donné ce nom-là.
Patrick a ouvert les hostilités directes en mettant un KO le plus rapide de l'histoire de l'IMAF. Puis après, le lendemain, j'arrive et je bats l'Irlandais, qui est une des meilleures nations combattantes en amateur. Et donc, ils se sont dit, ouais, ils sortent d'où ces petits Belges? En plus, on avait nos uniformes vraiment stylés. Thibaut, il a vraiment bien fait ça avec nos équipements de combat. Donc, tu vois, noir, rouge, un peu sombre. Et ils nous ont nommé les Dark Horses parce qu'on les a choqués. Nessim, Bob, tout le monde gagne. Les premiers combats, tout le monde les gagne. Donc, sur les 7, tu vois, on les a choqués. On a été dans le classement général devant les Irlandais, alors que ils arrivent avec 20 combattants, 25 combattants, on fait plus de médailles que eux, alors qu'on est 7, dont presque tous qui font leur premier IMAF. Il n'y a que moi et Patrick qui avions déjà de l'expérience à l'IMAF. Donc voilà, on les a choqués dans le bon sens du terme. Pour moi, je vois donc toutes ces organisations comme plusieurs étages. Et le Cage Warrior, par exemple, pour moi, le Cage Warrior, le RS, le, il y a quoi d'autre? Pas le KSW, le Beatdown à la limite en Belgique. Euh, je vois ces organisations-là comme des organisations qui sont là que pour faire tremplin pour l'UFC. Pour, pour l'UFC ou pour les autres organisations majeures, pour moi, qui sont les organisations majeures, il y a l'UFC, le ONE FC et le Bellator, peut-être un peu moins, sauf dans le top. Mais donc ces trois-là sont vraiment au-dessus. Et bien sûr, avec une très grosse préférence pour l'UFC, parce que l'UFC a quand même un gros monopole sur. C'est ça, l'UFC, c'est quand même le sommet de tout ça. Et puis il y a les petites organisations en bas pour arriver. Tu vois, c'est toujours des étapes à franchir pour passer en haut, tu vois. Et ce qui est bien avec l'IMAF et ce gros bagage d'expérience qu'on ramène avec notre carrière amateur, c'est que, et les abonnés sur Instagram, c'est qu'on peut se permettre de sauter directement la première étape. C'est trop marrant parce que il y a quelques années d'ici, moi, j'étais sûr et certain, j'étais persuadé qu'à un moment donné, le MMA, il allait subir cette croissance exponentielle qu'elle vit là maintenant. Quand j'ai commencé avec Mourad, donc c'était allez, 1 an ou 2 avant le Covid, quand j'ai fait mes premiers combats chez lui, il y avait 1 ou 2 galas de MMA en Belgique, peut-être 3 par an. Maintenant, chaque mois, tu en as 2, 3. Chaque mois, on nous contacte pour trouver les gars de chez nous qui combattent tout le temps. Chaque semaine, là, ce vendredi, on part à Paris. Il y a la semaine d'après, je combats à Mons. Il y a tout le temps des galas qui s'enchaînent en amateur. Et parce qu'avant, les amateurs, ils n'étaient pas pris au sérieux. Il y a ça aussi. Et plein de galas pro, donc des galas amateurs et pro, là où je combats à Mons, amateurs et pro. Donc il y a une grosse demande, il y a une grosse croissance, il y a une reconnaissance. Et je le disais, tu vois, moi j'ai même dit une dinguerie à l'époque, j'avais dit un jour vous allez voir, le MMA, déjà il y a la boxe anglaise qui est au-dessus du MMA en termes de sport de combat, le MMA il va dépasser la boxe anglaise, mais j'ai dit une dinguerie, j'ai dit, il va même dépasser le foot en termes de, de, d'audience. Parce que c'est ce que les gens ils sont naturellement attirés par ça. Ils aiment bien voir cette violence. C'est ça les combats des gladiateurs. Et violence, mais c'est de l'art aussi. Il y a une grosse réflexion derrière les combats c'est ça que peu de gens comprennent parce que à cause du manque d'intérêt qu'il y a envers les MMA. Et ce manque d'intérêt, il commence à ne plus exister. Les gens commencent à être intéressés. Tu vois Mark Zuckerberg qui fait du MMA, tu vois qu'il se passe quelque chose. Et, et donc voilà, je pense que l'avenir s'annonce radieux pour les combattants des MMA. Franchement, je suis content d'avoir un truc, c'est que j'arrive à me détacher de ce genre de pression-là, parce que ta famille qui te soutient, qui espère que tu vas gagner, tout ton club, tous les gens. Et en plus, là, dans ces championnats-là, tu as tout le pays qui te regarde. Donc, tu portes vraiment une grosse pression. Et j'arrive à m'en défaire dans le sens où je me dis, au final, c'est moi dans la cage. Et jusqu'à ce que ça soit terminé, je me dis, c'est moi et moi tout seul. J'oublie tout le reste. Et j'enlève cette pression. Parce que c'est quelque chose euh, quand tu as gagné, ça te fait plaisir. Par exemple, genre,
quelle force on m'a envoyé quand j'ai gagné le championnat d'Europe. Tout le monde, tu vois, c'est des gens même qui ont rien à voir avec le MMA, ils voient que le drapeau belge est hissé au niveau européen, tout le monde est content et pour au moment de la joie, au moment des réjouissements, c'est là que je suis fier de porter, ce poids sur les épaules. Mais pendant les combats, faut pas que ça me freine, faut pas que ça me prenne la tête, faut pas que ça vienne, intoxiquer à tout ça, quoi. Je pense, je suis dans les combats, je dois penser que à ça. Quand on était à l'IMAF là, j'allais dormir, pendant une demi heure chaque soir, avant de dormir, je restais là, je me disais: «OK, demain j'affronte lui, je vais faire ça, je vais faire ça». Je veux pas un truc chronologique où je me dis dans le combat, juste les armes que j'ai. Je listais. Parce qu'on regarde ses combats. Chaque jour, il combat. Je regardais ses combats. Je me disais, bon, il fait ça. Alors, j'ai ça comme arme. Quand il met ça, il a la main droite qui descend, donc je pourrais faire ça. Puis je peux faire cette feinte-là. Et boum, je lise, je lise, je lise. Je me prépare. Je prépare la partie d'échecs qui va se dérouler le lendemain. C'est ça qu'en fait qu'il faut que les gens ils comprennent, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives avec quelqu'un, physiquement, il est équivalent. Techniquement, en termes techniquement, je veux dire que il frappe correctement, il fait pas des erreurs de débutant. À partir de ce moment-là, c'est la manière dont tu vas agencer, dont tu vas gérer tout ce que tu fais, la partie d'échec en fait, les coups que tu vas jouer qui vont faire que tu gagnes ou pas. Et donc c'est ça que je prépare chaque soir et j'ai pas le temps de penser à: «Faut pas que je déçoive ci, faut pas que je déçoive ça». Tu vois? Heu, si je perds quoi que ce soit, si quelque chose arrive, tu me verras jamais mettre en story: «Ouais désolé les gars, je vous ai déçus». Non, parce que c'est celui que j'ai déçu, c'est moi-même si ça arrive. C'est pas pour les autres que je combats et c'est pas les autres qui risquent ce qu'on risque. Je suis fier de rendre tout le monde, fier de tout ça, mais au final, c'est moi et moi seul dans la cage et il y a l'équipe proche, bien sûr, les coachs et tout ça, mais dans la cage, il y a personne d'autre que moi et mon adversaire. Heu, au début ma mère, elle l'aimait pas du tout. Donc moi, en fait, je faisais du judo quand j'étais petit, mais le judo, la lutte, ça les dérangeait pas parce qu'il y a pas de frappe. Ça, c'est des projections, c'est des amener au sol et c'était surtout quand j'étais petit, donc je te dis, je suis petit, j'avais 9 10 ans et c'était juste pour rester actif parce que moi, j'étais un petit geek, du genre à rester à la maison, jouer à la PlayStation. Ça, c'est pour que je reste actif, tu vois? Et puis d'un coup, moi, le judo, j'ai pas trop aimé à cette époque-là, alors que maintenant j'aime beaucoup ce sport. Le judo et la lutte, une grosse histoire d'amour, moi et la lutte. Mais à l'époque, j'aimais pas trop. Mais par contre, j'ai des amis qui m'ont parlé, hop, j'ai entendu le MMA, boum, je me suis dirigé vers le MMA. Et là, j'ai kiffé ça. Et donc voilà, j'en suis ici aujourd'hui. Mais au début, mes parents très enfin, mes parents, ma mère surtout, très rétractaire. Surtout quand j'arrive un jour, je lui dis: «Maman, j'arrête l'UNIF parce que j'ai envie de me lancer dans la MMA». Je peux te dire que, tu vois, il y a pas de rentrée, il y a pas de revenus, tu vois? C'est la panique un peu. Mais au final, j'ai su me montrer convaincant, dans le sens où quand je me lance dans un truc parce que quand je lui ai dit ça, c'était déjà où je sortais à 8 heures du matin pour aller en cours. Je finissais à 18 heures de l'université. Je prenais ma trottinette, j'allais à l'entraînement tout de suite, qui était à 18 heures. Donc 18h10, j'arrivais, je me changeais, je m'entraînais. Puis je m'entraînais encore, je rentrais chez moi à minuit tous les jours pendant des mois. Des rythmes que pour des gens, que des gens, ils te disent, tu vois, les gens, en fait, beaucoup de personnes, ils te disent c'est impossible à tenir, alors que c'est pas vrai en fait. Avec la détermination, si tu as la vraie détermination, tu peux tenir ce genre de rythme-là. Moi, la seule chose qui m'importait, c'est de réussir à placer mes heures de sommeil. Je me disais: «Bon, faut pas que je m'entraîne trop, sinon je vais pas assez dormir». C'est la seule chose que je sortais au matin, je m'entraînais, je rentrais chez moi. Il fallait juste que je m'arrange pour dormir les heures correctes et manger correctement aussi. Et je faisais ça et c'est difficile, normal, mais tant que mentalement tu es à l'aise avec toi, tu vas pas faire de burn-out, tu vas pas faire de crise, tu vois? Tu vas réussir à tenir ce rythme parce que c'est ce que je faisais, c'est ce que j'aimais. C'est ça, je fais ce que j'aime. Donc ça allait et à un moment donné, ça devenait impossible de matcher les 2 parce que l'université, ça demande beaucoup de temps. Donc et j'ai dû choisir et je me suis dit: «Si je me lance pas dans le sport, je vais regretter toute ma vie». Alors que si j'essaie pas, en fait, si j'essaie pas, je vais regretter toute ma vie. Je me dirai toujours: «Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose». Alors que l'UNIF, je pourrais reprendre au pire. Si maintenant, je sais pas, je me fais les croisés, j'espère pas, là, hein,
mais je peux reprendre, tu vois? Donc je me suis lancé, j'ai dit ça à ma mère et grâce à tout ce que je faisais sur le côté, qui voyait, ça a facilité l'acceptation et puis maintenant voilà, j'ai gagné le championnat d'Europe, donc il y a plus de problème avec ça. Et il s'inquiète. Mon père, voilà, mon père, ça l'a jamais dérangé. Mon père, il est toujours content quand je gagne. Donc, il y a jamais eu de problème de son côté. C'est surtout ma mère qui s'inquiète. Et après chaque combat, après chaque victoire, allez, chaque fois que je gagnais, j'appelais ma mère direct. Dès que je sors, je dis: «Ramenez mon téléphone». Je suis là avec ma cote formation finale, je dis: «Ramène mon téléphone, s'il te plaît». J'appelle ma mère, je dis: «Tout va bien». Obligé, obligé, parce que je sais qu'elle s'inquiète. Je le disais depuis déjà un moment, heu, on va faire des choses, on fait en fait, on fait les causes pour faire des grandes choses. Et à l'époque, on me prenait beaucoup moins au sérieux que maintenant. Et maintenant, on commence à me prendre au sérieux. Moi et toute notre équipe. On va leur montrer qu'avec le travail, avec la Belgique, on va la hisser au niveau international et on va faire du sale.